tous et bonjour à toutes. Je suis Sylvain Godard, je suis délégué général adjoint de France Angels, la fédération des Business Angels. Et nous organisons une série de webinaires intitulés Paroles d'experts avec nos partenaires. Celui-ci qui s'intitule donc Quelle stratégie de liquidité pour débloquer votre capital immobilisé est organisé donc avec Inextinso Innovation Croissance et Inextinso Finance, représentés par Nicolas Forêt respectivement et Christophe Del Tozo. Et nous aurons aussi Philippe Raz, coprésident de France Angels, qui sera présent parmi nous. L'agenda du jour est le suivant. On commence par une introduction de Philippe qui nous expliquera brièvement pourquoi nous avons fait ce partenariat et quel est l'objectif et quelle est la valeur ajoutée que nous voulons donner aux membres de la fédération grâce à celui-ci. Et ensuite, on laissera la place à donc Nicolas et Christophe pour le cœur de ce webinaire et donc pour qu'ils vous présentent les stratégies de liquidité que vous pouvez mettre en place pour débloquer votre capital immobilisé. Donc sans attendre, Philippe, je te passe la parole pour que tu fasses l'introduction de ce webinaire. Merci, félicitations, merci beaucoup. Meilleurs vœux à tous, à qui, vous, membres de France Angels, à qui je n'ai peut-être pas encore déjà souhaité. Je suis particulièrement heureux aujourd'hui de faire ce premier parole d'expert de l'année et il y en aura une dizaine que vous avez déjà reçues pour chacun des réseaux de France Angels dans l'année avec une extension innovation croissance. Pourquoi particulièrement heureux de cela? Parce que c'est un de nos partenaires depuis 2 ans et qu'aujourd'hui, nous allons officialiser ce partenariat pour une période de 3 ans à nouveau, mais surtout parce que ce partenariat nous permet d'apporter de la valeur à chacun de nos réseaux membres de France Angels, aux 5500 de Business Angels potentiellement en France, et chacun de 53 réseaux. Comment? Ben, en faisant un partenariat qui est gagnant, gagnant, gagnant pour Inextenso. Vous avez sans doute vu nos publications et les publications d'Inextenso sur le baromètre qui est publié tous les 6 mois avec l'ESSEC, avec France Angels et 4 de nos réseaux en région, mais aussi une vision de ce que l'on voit au niveau national, qui est sorti la semaine passée. Eh bien, aujourd'hui, nous allons étendre ce partenariat dans le temps pour 3 ans, mais aussi l'étendre dans sa richesse et son contenu d'apport de valeur à chacun des réseaux, comme je le disais, et Business Angels. Comme vous le savez, et la French Tech, Julie Guier l'a bien largement notifié, la liquidité de nos investissements est hyper stratégique. Nous sommes devenus critiques sur la phase de l'amorçage, et pour pouvoir investir en amorçage de manière répétée, ce que nous aimons faire, nous, Business Angels, un peu partout en France, il est important de pouvoir sortir à un moment donné. Et pour ça, ça ne peut pas se faire de manière non stratégique. C'est pour ça que nous avons décidé de travailler avec Inextensio Finance, qui est une cousine d'Inextensio Innovation Croissance, faisant partie du groupe Inextenso. Et donc, Christophe va nous présenter aujourd'hui une offre spécifique pour aborder des stratégies de liquidité en montrant des use cases et des éléments extrêmement importants. Ensuite, vous allez recevoir ce soir l'ensemble des choses qui vous ont été présentées. Il y avait plus de 200 personnes inscrites à ce webinaire, donc vous allez tous revoir ça. Nous avons aujourd'hui le temps de poser des questions en fin de présentation. Nous avons aussi des startups qui sont présents, donc l'offre peut être considérée par des startups qui seraient sous pression, on peut dire parfois, ou pas, de certains business angels qui sont accompagnants depuis 10 ans, 12 ans, 13 ans, nous permettent de le faire à nouveau. Eh bien, allons-y. Félicitations. Mais premièrement, je demande à notre ami Nicolas de me rejoindre et dire un mot de pourquoi on fait cela, et notamment sur le baromètre. Nicolas, félicitations, merci de ta confiance, et puis heureux de continuer encore pour 3 ans. Bonjour à tous, merci Philippe et effectivement merci aussi de votre confiance réciproque. Je pense que les 2 premières années ont démontré qu'on avait des vraies valeurs communes et des vraies accointances pour se rapprocher. Donc nous on est effectivement au nom du groupe Inextinso au sens large. On ne va pas rentrer dans toutes les subtilités des différentes filiales qu'on a. On est ravis de se rapprocher de France Angels parce que c'est effectivement
une activité je dirais, ou en tout cas des partenaires qu'on croise régulièrement, soit en direct en collaborant avec un certain nombre de clubs, soit au sein des entreprises qu'on accompagne, que ce soit moi ou Christophe, parce que vous êtes déjà au capital de ces sociétés et que vous avez contribué à leur développement et à faire en sorte qu'elles puissent exister, qu'elles puissent progresser. Et donc, pour nous, c'était tout naturel, je dirais, de valoriser ce maillon de la chaîne qui, on le verra un petit peu tout à l'heure en contexte, est souvent un petit peu en souffrance par rapport à l'activité venture qui est le Graal, notamment quand on est dans les secteurs de l'innovation. Mais, et a fortiori, je pense que vous avez vu sur les dernières stades du baromètre, l'amorçage étant tellement en difficulté depuis un an et demi, que le rôle des business angels n'a jamais été aussi important et aussi clé pour le développement de nos entreprises, a fortiori nos entreprises technologiques. Et donc pour nous, c'est complètement évident que ce partenariat a du sens et devrait être fortement créateur de valeur à tous les niveaux. Merci de ces mots, Nicolas. On va rentrer dans le vif du sujet. Donc, main serrée pour 3 ans. Vous allez tous recevoir les offres spécifiques, le timing, la façon d'engagement, que vous soyez start-up ou que vous soyez membre de France Angels comme un réseau ou un délégué général ou Business Angels. Vous le recevrez ce soir et on amplifiera également le baromètre la semaine prochaine. Nicolas et Christophe, à vous la parole. Et on fera des Q&A en fin de session animée par Sylvain. Merci Philippe, merci Sylvain. Alors, je vais démarrer, Nicolas, Vas-y. on va continuer à se présenter. Donc, moi, je suis Christophe Del Toto, donc bonne année et bonne santé à tous. Ravi de participer à ce webcast. Donc, moi, je suis le directeur général, je suis associé in extenso et directeur général de la filiale in extenso Finance. Donc, comme le précisait Philippe, c'est un peu le cousin germain de la filiale Innovation Croissance. Donc, la particularité qu'on a, c'est que nous aussi, on travaille dans l'accompagnement des entrepreneurs, notamment des entrepreneurs de la tech, euh, dans toutes les phases de leur développement. Donc, on aura l'occasion d'y revenir dans euh, au cours du webcast. Alors, Nicolas, peut-être, non? Ouais. Ouais. J'attendais que le slide s'affiche. Donc, rapidement, une extenso, je pense que vous le connaissez, notamment surtout pour la partie en haut à gauche en tant que leader de l'expertise comptable. Donc, c'est un groupe qui pèse 650 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui a plus de 300 agences en France et qui est effectivement particulièrement présent sur les sujets d'expertise comptable. Sur les 650 millions d'euros de chiffre d'affaires, il y a quasiment 60 millions d'euros qui sont faits sur les activités conseil, donc qui sont des filiales du groupe. Auxquelles Christophe et moi-même on appartient. Le but étant pour Inextenso justement d'accroître sa capacité d'accompagner les entrepreneurs sur des sujets qui vont bien au-delà de l'expertise comptable et de répondre justement sur leurs problématiques de financement dilutif en matière de levée de fonds, et vous êtes bien placé pour être directement contributeur, non dilutif sur les parties effets de levier avec les financements publics, l'activité M&A que Christophe porte, des sujets RSE, des sujets de gestion de patrimoine, des sujets de mise à disposition de personnel auprès des directions financières que porte Adastra. On a une filiale aussi qui est spécialisée en tourisme et hôtellerie. Bref, pas mal de satellites qui font que on est en capacité d'avoir une offre qui est assez complète et qui, du coup, nous met clairement au contact et au cœur des écosystèmes des entrepreneurs, qui soient orientés technologiques ou moins. Le groupe ayant 170 000 clients, donc vous imaginez bien on couvre à peu près, je pense, quasiment tous les secteurs, et avec un niveau de taille qui est aussi assez diversifié, puisque je crois qu'on a plus de 12 000 clients, 8 000 clients PME, pardon, et avec une ambition notamment de passer à 12 ou 15 000 d'ici 2-3 ans. Donc un groupe ambitieux et qui est, je pense, assez représentatif de l'activité en France. Si tu passes au slide après. Donc, pourquoi on se parle aujourd'hui? C'est que, vous l'avez compris et on en est convaincu, sinon on ne parlerait pas ensemble. On sait que vous êtes un maillon clé
dans l'écosystème du financement des startups notamment. Dès qu'on commence à chercher des financements très tôt et avec je dirais une prise de risque maximale, on n'a pas 150 typologies d'acteurs qui est capable de prendre ce risque-là et notamment les investisseurs que vous êtes sont un maillon qui est ultra important. Et au-delà de l'argent que vous pouvez mobiliser, en général, le mariage se fait aussi avec un entrepreneur parce que vous êtes en capacité d'apporter une expertise, un réseau, une expérience que vous avez pu vivre dans d'autres vies. Et c'est aussi ça qui fait que ce, ce, ce maillon de financement, il crée de la valeur au-delà de l'argent que vous pouvez intégrer dans les entreprises. Pour autant, c'est loin d'être un business facile et que si vous étiez d'ailleurs que mu par la recherche et l'appât du gain, je pense que vous auriez d'autres placements qui seraient beaucoup moins risqués et beaucoup plus rémunérateurs. Si vous le faites, c'est parce que vous êtes convaincu aussi que vous avez un vrai rôle à apporter et un vrai soutien aux entrepreneurs. Et que ben, vous devez vous devez intégrer un certain nombre de contraintes avec cette prise de risque qui est importante. Hein. Le taux de casse de l'investissement dans les startups, on sait qu'il est particulièrement élevé et même et surtout quand on démarre très tôt ou encore parfois la proposition de valeur n'est pas complètement claire ou en tout cas une partie du modèle économique peut être assez fragile. Vous l'avez vu sur le baromètre, si vous ne l'avez pas encore lu, je vous engage à y jeter un œil. Depuis au moins un an et demi, on a une baisse, je dirais, assez structurelle de l'activité venture et a fortiori sur les maillons précide et seed sur lesquels vous intervenez particulièrement. Donc, ce qui est un problème pour les entrepreneurs ce qui aura forcément des conséquences sur leur développement futur et la capacité à de nouvelles pépites à émerger. Mais je dirais à la limite, faisons de cette conjoncture un peu compliquée une vraie opportunité, puisque pour moi, c'est un vrai coup de projecteur par rapport au rôle que vous pouvez avoir en tant qu'investisseur, et ça doit contribuer à encore plus renforcer le rôle que vous pouvez avoir dans la chaîne de financement, et tant mieux, parce que je pense que c'est quelque chose qui est particulièrement important et qui n'est pas toujours reconnu, y compris par les autres acteurs de la chaîne de financement. Après, vous intervenez avec des tickets qui sont effectivement pas toujours ultra importants, ce qui veut dire qu'en termes de représentation dans la table de capitalisation, c'est pas toujours très élevé, d'où l'intérêt aussi de se syndiquer, de faire du co-investissement avec d'autres acteurs en mobilisant plusieurs clubs, histoire d'avoir un peu plus de poids et de pouvoir plus facilement répondre aux enjeux de financement des entrepreneurs et puis du coup d'avoir aussi une représentativité qui est un peu plus cohérente avec la valeur ajoutée que vous apportez. En termes d'avantages fiscaux, on voit que la loi de finances fluctue un petit peu et que ce n'est pas complètement garanti. Et qu'effectivement, contrairement à d'autres acteurs de type venture, ben, vous investissez votre argent et il a une certaine limite. Et donc, si on n'arrive pas à créer un certain nombre de conditions de liquidité, votre capacité à investir régulièrement et à réinvestir dans d'autres entreprises se trouve fortement obérée. Et donc, tout l'enjeu de cette présentation, et je vais passer la main à Christophe, c'est de vous donner déjà certains tips et certaines actions qui peuvent être mises en œuvre pour faciliter au maximum justement la liquidité de vos investissements et de vous pouvoir déjà peut-être faire des plus-values dans certains cas, mais à minima récupérer aussi un pouvoir de réinvestissement pour pouvoir continuer à jouer votre rôle dans le temps. Et encore une fois, il est particulièrement important, surtout en ce moment. Merci Nicolas. Donc effectivement, on a réfléchi à comment on pouvait vous aider à trouver de la liquidité dans vos participations. On a réfléchi à deux options. Alors effectivement, c'est hériter aussi des pratiques standards de nos métiers. La première option qui peut être intéressante et qui s'offre à vous, c'est effectivement de réaliser une opération de M&A, mais très ciblée. Et j'insiste bien sur le mot ciblé. Lancer un process assez large. Et là, on parle effectivement aussi, il y a plusieurs cas de figure en ce qui vous concerne. Hein. Il y a effectivement des sociétés qui scalent normalement, qui vont faire plusieurs tours de financement et pour lesquelles il n'y a peut-être pas vraiment
d'enjeux de liquidité à court moyen terme. Euh, Par contre, là, on parle peut-être de sociétés dans lesquelles bah, vous avez investi il y a plusieurs années et finalement, les possibilités de sortie sont limitées. Et donc, comment faire dans ce cas-là pour effectivement envisager quand même une liquidité? Donc, à travers une opération de M&A ciblée, et là, ça nécessite effectivement quelques prérequis sur lesquels je vais revenir. L'idée, c'est quoi? C'est de vendre soit la totalité de vos titres ou éventuellement la société, mais encore que là aussi, il faut effectivement l'alignement d'intérêts entre tous les actionnaires, à un acteur stratégique ou un consolidateur de marché. Et donc ça nécessite de bien connaître le secteur d'activité de la société dans laquelle vous avez investi, de connaître tous les acteurs et de faire un process très resserré, puisque en fait, et je vous donnerai un exemple dans les cas d'usage, il faut effectivement identifier tout de suite les gens susceptibles d'être intéressés par la société ou les actifs de la société. Donc là, on ne s'interdit pas non plus de faire aussi peut-être une cession d'actifs qui permettrait derrière de réaliser une opération de liquidité. Ça sous-entend aussi, et il faut l'intégrer dès le début, on est plus dans une logique aussi d'adossement avec intégration des équipes existantes qu'une vente sèche, puisque effectivement, là aussi, ce qui va intéresser ces acteurs stratégiques, ça peut effectivement être la techno, ça peut être le portefeuille de clients, mais c'est aussi les équipes que représente la société. Donc, il faut intégrer aussi que les opérationnels et les personnes clés soient partie prenante de l'opération, à la fois en intégrant les équipes et potentiellement en réinvestissant aussi dans la nouvelle opération, ce qui au passage permet aux associés fondateurs peut-être d'envisager des liquidités et un cash-out avec une plus-value à un horizon moyen terme. Donc, les avantages de ce process M&A ciblé, c'est que là, on part pas dans un process très large où on va consulter un nombre important de candidats. Non, on va vraiment sélectionner très, très peu de candidats, hein, donc avec aussi clairement le risque que finalement les gens qui ont été identifiés ne sont pas les bons. Donc, c'est là aussi choisir votre partenaire qui est capable d'identifier ces parties prenantes. L'avantage, c'est que effectivement, vous allez très vite avoir un go-no-go, savoir si effectivement il y a des gens qui sont intéressés ou pas par le rachat de toute ou partie de la société. Vous pouvez quand même espérer, même si effectivement les espoirs de valorisation dans le venture, elles se font justement avec les tours de table successifs et un exit avec soit le rachat par un gros fonds ou un gros corporate ou une introduction en bourse, hein, dans le cas le plus vertueux. Dans le cas où effectivement vous êtes un peu tanké dans une participation, les possibilités d'exit sont limitées et les espoirs en matière de valorisation, vous pouvez pas non plus espérer des valorisations stratégiques comme vous pourriez l'envisager dans des dossiers un peu plus premium. Néanmoins, le fait de donc bien identifier ces acteurs stratégiques va vous permettre peut-être d'envisager, par rapport à l'option 2 que je vous présenterai après, une valorisation qui est correcte et qui correspond justement à la valeur aussi des investissements et du travail qui a été fourni par votre entreprise. Intégration des équipes dans le projet et donc aussi nouvelle perspective de projet pour la startup. Et donc ça, c'est intéressant parce que finalement, c'est pas une fin en soi, c'est un nouveau projet qui redémarre avec un nouvel acteur. L'inconvénient, ben, c'est il faut quand même bien connaître tous les acteurs stratégiques qui évoluent dans le secteur d'activité. Donc il faut une connaissance fine, hein, que ce soit dans le digital, dans la santé ou dans le domaine deep tech. Effectivement, il faut vraiment bien connaître les acheteurs, les acteurs et ce qu'ils recherchent exactement. Pour ça, effectivement, il faut vous rapprocher de gens bah, qui sont enfin qui font pas mal d'opérations dans la tech et qui connaissent bien les écosystèmes, puisque là encore, il ne s'agit pas d'envoyer le dossier à une multitude de contreparties potentielles, au risque de griller le dossier, justement, si le process M&A est trop large. Parce que si un process M&A classique était possible, effectivement, vous l'auriez déjà peut-être envisagé, voire
enclenchée. Et donc là, on n'est pas tout à fait dans ce cadre. La liquidité peut être assez rapide, mais en même temps, elle n'est pas garantie. Hein. Là aussi, voilà, on imagine quels sont les acteurs potentiels. On n'a pas de certitude sur la finalité. Donc ça, c'est les éléments de risque. Peut-être le slide suivant. L'autre option, euh, là aussi, hein, le contexte, c'est encore une fois, vous avez investi dans une entreprise depuis plusieurs années, vous n'avez pas eu d'horizon de liquidité, et donc l'autre option, c'est d'évaluer une solution financière. Donc, sachant qu'encore une fois, la recherche, avant tout, c'est la recherche de liquidité au détriment de la recherche d'une valorisation. Et là, on peut imaginer, il faut qu'il y ait là aussi certains prérequis pour l'entreprise, d'imaginer une solution de rachat des minoritaires par les fondateurs, avec des opérations à effet de levier de type OBO, LBO, avec création de holding de reprise, financement du rachat des parts. Donc là, forcément, l'avantage, c'est que vous pouvez avoir une liquidité immédiate. Hein, c'est assez rapide à mettre en place si les prérequis financiers de l'entreprise le permettent. Vous assurez une continuité totale de l'entreprise, hein, puisque l'entreprise va continuer sa vie avec de nouveaux actionnaires, ou en tout cas sans les minoritaires qui seront sortis. Mais elle continuera en stand-alone, à l'inverse du projet précédent, où effectivement l'adossement va aussi, au passage, amener des synergies. L'inconvénient avec cette approche, c'est que il faut pas viser une valorisation élevée, parce que il y aura forcément des décotes de minoritaires. Il y a effectivement, vous demandez à être liquide. La question, voilà, c'est à mettre en balance pour vous la liquidité versus la plus-value. Sachant encore une fois que le postulat, c'est de dire, comme le disait Nicolas en introduction, vous êtes un maillon clé du financement, vous n'êtes pas evergreen parce que c'est vos économies, et donc à un moment donné, il vous faut vous redonner de la liquidité pour que vous puissiez à nouveau réinvestir dans des nouveaux projets. Hein. Et donc, des fois, la liquidité prime sur la valeur. Euh, il peut y avoir un risque de fragilisation de la startup. Donc là aussi, il faut vous faire accompagner sur la mise en place de ces schémas financiers de type LBO, à effet de levier, pour effectivement ne pas non plus mettre en péril l'entreprise, les investissements qu'elle a à faire, parce que les prêts LBO à rembourser sont tels que finalement ça fait remonter, ça pompe tous les cash flows de l'entreprise. Donc là, il faut vraiment être vigilant là-dessus pour prendre en compte aussi la dimension du projet, de ses besoins en termes d'investissement, et pour que cette opération, entre guillemets, soit presque indolore pour pouvoir permettre ce rachat des parts. Alors, quels sont les prérequis pour chacun des scénarios? Premièrement, il faut quand même regarder un peu la faisabilité de l'opération, à minima faire un diagnostic soit simple type SWOT et une valorisation de la société ou de ses actifs, c'est-à-dire savoir de quoi on parle et de combien. Donc ça va permettre d'évaluer la faisabilité des options 1 et 2. Dans l'option 1, M&A, l'autre prérequis, c'est, je l'ai déjà dit, c'est bien identifier le secteur d'activité, donc de façon très fine, et les acteurs qui l'animent, ce secteur. L'avantage qu'il y a, c'est que dans la tech aujourd'hui, et ça vous le savez aussi bien que nous, c'est quand même un secteur qui est hyper dynamique en M&A. S'il est un peu moins ces derniers temps en financement, il est très dynamique en M&A, puisqu'il y a énormément de consolidation et de consolidateurs. Dans l'édition de logiciels, il y a des gens qui achètent en permanence des entreprises de toute taille, hein, et il n'y a pas de règle. Si vous prenez un acteur comme Septéo, je pense que certains d'entre vous le connaissent. Donc, hein, c'est un des plus gros acteurs français du SaaS, donc c'est une société basée à Montpellier qui fait 450 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, à la base, ils ont démarré dans les logiciels réglementaires pour les avocats, les notaires, etc. Ils s'intéressent en gros à tout ce qui est réglementaire, donc la comptabilité aussi. Et donc, ces gens-là, aujourd'hui,
ils ont fait leur croissance sur de l'acquisition, la croissance externe. Ils font environ une acquisition par mois et de toute taille. Donc là aussi, il n'y a pas de règles en matière de tech, contrairement à ce qu'on peut voir dans d'autres secteurs d'activité, où il y en a des acteurs qui peuvent dire bah, la société est trop petite, ça m'intéresse pas. Non, dans la tech, tout est intéressant parce que il y a souvent une avance technologique qui permet effectivement de renforcer, par exemple, une ligne de produit existant ou une techno qui devient obsolète chez un éditeur ou chez un acteur qui est déjà en place. Il y a un portefeuille client qui peut être attractif. Il y a tout un tas de choses qui font qu'aujourd'hui, c'est pas la taille n'est pas le seul critère. En tout cas, ça va jouer peut-être sur les valorisations, mais en tout cas pas forcément pour l'attractivité. Mais là encore, il faut bien connaître les différents acteurs pour pouvoir tout de suite cibler les bons candidats potentiels et, on va dire, aller rapidement avec eux, sachant que là aussi, par rapport à un process classique, c'est que c'est des gens qui, en général, sont dans le secteur, sont dans le métier, ils savent ce que fait l'entreprise, peut-être qu'ils l'ont même déjà identifié, et donc ils vont être capables de répondre assez vite si ça les intéresse ou pas. Et en tout cas, il n'y aura pas forcément un process aussi poussé de diligence qui peut être demandé dans le cadre d'un process M&A classique. Le roadshow doit être très ciblé. L'objectif, c'est le temps. C'est de savoir très vite si effectivement il y a des gens intéressés ou pas. Et effectivement, envisager, être flexible sur le schéma avec la possibilité d'envisager la cession partielle ou totale, voire la cession d'actifs ou de fonds de commerce. Effectivement, ce qui est une opération qui n'est pas non plus sans incidence sur le plan de la liquidité, mais qui est aussi est quelque chose sur lesquels il faut bien être clair dès le début quand on lance l'opération. L'option 1, ça peut être aussi, je dirais, un préalable à l'option 2. C'est-à-dire qu'avant, peut-être d'envisager une option financière, faire une opération de M&A ciblée, savoir effectivement s'il y a des possibilités ou pas, de façon très rapide, et de se dire, bon, bah, si effectivement cette option-là, pour l'instant, n'est pas activable, je peux toujours me rabattre éventuellement sur l'option 2, qui est de demander de la liquidité auprès des fondateurs en leur demandant de racheter les parts des minoritaires. Là, on va être plus sur le schéma de la faisabilité financière. Donc, il faut quand même que l'entreprise, le prérequis, dégage des cash flows. Sinon, ça ne sera pas possible. D'accord? Et donc, il faut imaginer une ingénierie financière qui va permettre le financement, le rachat des parts par un endettement avec une dette senior, donc sur un montage de type LBO, donc un montage à effet de levier. Donc tout ça, effectivement, ces choses-là peuvent être mises en place rapidement, avec effectivement des horizons de liquidité qui peuvent être rapides, encore une fois, hein. Alors, sont les avantages et les inconvénients et les questions aussi que vous pouvez vous poser, vous, en disant, bah oui, mais c'est quoi les avantages entre telle ou telle option? Qu'est-ce qui est le plus risqué? Quelle est la durée de mise en œuvre? Donc là, on a pris un certain nombre de paramètres qui nous semblaient importants pour vous en tant qu'investisseur. C'est bon déjà, quelle est la valorisation de mes parts? Donc, quel est le timing de l'opération? La complexité? Quel va être aussi l'impact sur la société en fonction des schémas choisis? Et puis, quels sont les startups qui ont le profil pour tel type d'opération ou l'autre? Voilà. Avec enfin la probabilité de réussite. Et donc là, on va vous donner une grille de lecture. Donc, sur la valorisation, évidemment, si on fait un concours, dans une enchère, une compétition, même si on s'est limité, mais qu'on contacte un certain nombre d'acteurs triés sur le volet, forcément, l'objectif, c'est de susciter de l'intérêt et quelque part de générer un intérêt qui se manifeste en plusieurs offres et effectivement créer une certaine compétition qui aura tendance à plutôt bien valoriser l'entreprise. Donc effectivement, l'espoir de valorisation, on va dire, il est potentiellement plus élevé pour l'option M&A que pour l'option LBO, où là, l'option LBO, on va plutôt réfléchir à qu'est-ce que la société est capable de rembourser comme dette senior et quelque part,
le souhait de sortie étant le souhait des minoritaires et pas forcément de l'ensemble des actionnaires, il faut effectivement là aussi être clair dans le projet en disant il faut être en mesure d'accepter des décotes de minorité. Alors, on ne peut pas demander effectivement à des associés fondateurs qui pilotent leur projet de racheter des minoritaires au même prix que rachèterait un acteur stratégique. Donc ça, il faut l'intégrer aussi dès le départ. Mais là aussi, encore une fois, c'est la balance entre la liquidité et la plus-value. Le timing sur un process M&A ciblé, bah, on va être sur des timings entre 6 maximum 9 mois, donc ça peut être hyper rapide, hein. On ne passe pas par toutes les étapes d'un process classique. Comme je disais tout à l'heure, le fait d'aller vers des acteurs éduqués qui savent de quoi on parle, etc., ça vous évite bah, d'avoir à expliquer en long, en large et en travers ce que fait le projet, le produit, etc. Donc on est directement avec des gens du métier et donc c'est beaucoup plus facile d'échanger parce que eux comprennent ce que fait l'entreprise et ses produits et donc c'est beaucoup plus facile dans la discussion. Donc, ça a un process un peu plus court, mais il y a quand même des étapes incontournables, notamment sur les audits et la partie juridique, donc qui font que globalement, on peut quand même difficilement le contraindre à moins de 6 mois. Sur la partie LBO OBO, là, on va être sur des temps qui sont beaucoup plus courts, parce que bah, il y a au-delà de l'ingénierie financière qui est à discuter en amont, derrière, bah, il suffit de monter juridiquement enfin de mettre en place le schéma juridique et d'aller chercher des financements pour financer le rachat des parts. Donc ça peut être fait en quelques mois. Donc c'est l'option effectivement la plus rapide. En termes d'impact sur la société, dans l'option 1, on va être aussi, et c'est ce qui va être recherché dans cette option M&A ciblée, c'est des partenaires avec lesquels on va pouvoir créer des synergies et qui vont apporter aussi, au-delà de la liquidité des minoritaires, des synergies au projet et avec des intégrations des équipes existantes. Donc ça va être effectivement un point important en disant on est dans une recherche du 1 plus 1 égale plus que 2. Dans le cas financier, ben, en gros, l'entreprise, elle restera ce qu'elle est aujourd'hui. Elle continuera à vivre sa vie en stand-alone. Il faut juste s'assurer, et ça, c'est le corollaire, effectivement, ben, le montage financier qui a été mis en place ne va pas impacter à court terme sa rentabilité et ses projets d'investissement. Alors, quels sont les profils de sociétés qui rentrent dans ces critères? J'ai presque envie de dire beaucoup, hein, puisque encore une fois, dans la tech, l'avantage qu'il y a, c'est que normalement, les entreprises, elles développent quelque chose de particulier, et donc elles ont un avantage compétitif ou différenciateur par rapport à ce qui existe sur le marché. Donc, euh, globalement, elles devraient être intéressantes pour un certain nombre d'acteurs. Sur ce qui est intéressant dans des opérations de M&A ciblées, et on verra à travers un exemple que je vais vous présenter, dans les logiciels SaaS, mais je dirais là-dessus, euh, effectivement, là, il y a des choses très intéressantes à faire parce qu'encore une fois, même les gros acheteurs achètent des tout petits trucs et donc, ou des sociétés qui sont de taille, en tout cas en devenir. Et donc là, effectivement, vous pouvez trouver effectivement des acteurs stratégiques avec lesquels vous allez pouvoir faire de belles opérations. Idem dans le secteur de la santé. Là aussi, c'est niché, c'est pas les mêmes acteurs, mais là aussi, vous pouvez intéresser des acteurs stratégiques. Peut-être d'ailleurs, dans certains cas, et notamment les biotech et les deep tech, il y aura aussi la question de se dire, les gens sont peut-être plus intéressés par la technologie, la propriété intellectuelle, les brevets et la technologie qui a été développée que par l'entreprise elle-même. D'où la réflexion sur la vente d'actifs, hein. Là aussi, il ne faut pas forcément être fermé là-dessus. Dans le cas de l'opération financière, là, on va plutôt partir sur le profil d'une startup qui est devenue, entre guillemets, et c'est pas péjoratif ce que je dis, puisque nous, on accompagne au quotidien des startups et des PME, donc on fait pas trop le distinguo, si ce n'est sur le profil de croissance au démarrage, qui est beaucoup plus accéléré pour la startup. Mais globalement, peut-être effectivement, bah, il y a des startups qui avaient prévu une trajectoire de scale-up importante et qui sont venues de belles PME. Peut-être qui n'intéressent pas les fonds de venture capital parce que elles n'ont pas toutes les caractéristiques qui font que ça intéresse ces acteurs-là. Par contre, elles peuvent intéresser
d'un côté des industriels, ou alors elles peuvent avoir aussi des ratios financiers qui leur permettent d'envisager d'autres opérations qui sont pas possibles quand on dégage pas de rentabilité. Donc là, le critère numéro un, ça va être effectivement de dire il faut une entreprise qui dégage suffisamment de cash flow pour permettre une opération de rachat des minoritaires. Les probabilités de réussite. Donc, l'option M&A, il y a toujours un risque, hein. Nous, c'est notre métier, on fait ça au quotidien, donc on n'a jamais de certitude, hein. On a beau mettre tous les critères de sélectivité en amont et les prérequis. Voilà, après, c'est le marché qui parle, donc il y a toujours un aléa. Mais bon, effectivement, quand c'est bien mené, et, euh, et en tout cas, là où il faut être pragmatique, c'est il faut pas partir dans des choses où on va s'enliser dans un process pendant longtemps sans espoir d'arriver à quelque chose. Il faut, de manière générale, il faut avoir très vite une idée de la faisabilité ou pas. Donc, ça vaut le coup de le tester cette option, même si elle est incertaine. Il y a peut-être pour certains cas de figure, on dira non, dès le début, c'est pas possible, donc il faut envisager une autre option. Pour les entreprises pour lesquelles, effectivement, c'est envisageable parce que on connaît des gens qui peuvent être intéressés, ça se tente, hein. Et effectivement, au moins avoir assez vite un retour pour effectivement se dire bon, on a contacté les 5-10 acteurs majeurs qui auraient pu faire l'opération. Si ces gens-là sont pas intéressés, on aura du mal à trouver d'autres gens qui seront intéressés, quoi. Hein. C'est un peu ça l'idée. Et sur l'option numéro 2, la probabilité de réussite, si on a les bonnes conditions financières, elle est forte puisque il y a quasiment pas de frein. Alors peut-être effectivement, ça nécessite un peu plus de négociation sur la valeur des parts des uns et des autres en amont, mais une fois que tout ça est arrêté, finalement les schémas sont assez classiques, ils sont faciles à mettre en œuvre et la difficulté pour trouver des financements, ça doit pas être insurmontable. Donc grosso modo, c'est l'option financière est une option dont les probabilités sont plutôt fortes à très fortes. Donc voilà un petit peu la grille de lecture sur les deux cas de figure. Alors pour illustrer tout ça, je vais vous expliquer deux exemples. Un exemple de réalisation qu'on a faite cette année. Donc on a accompagné une société rennaise qui s'appelait Vésuve, qu'on a adossé au groupe Fidéciel. Donc Vésuve, c'était un petit éditeur SaaS basé à Rennes, dont le chiffre d'affaires récurrent en 2024 était d'environ 400 000 euros. Donc, c'est une société en devenir, donc qui avait un certain nombre de bons critères, mais qui était encore petite, et effectivement, qui avait un peu de difficulté à scaler. Donc, qu'est-ce que fait cette société? Elle édite une suite de logiciels qui permet la digitalisation des procédures, donc, et qui s'applique à différents secteurs d'activité, dont un qui était un peu prépondérant dans leur portefeuille de clients, qui était le transport sanitaire. Donc, ça permet effectivement de vérifier que toutes les procédures qui sont liées à un métier particulier sont bien respectées. Donc, on a un petit peu quelque chose, un workflow qui permet de piloter, de gérer tout ça. Quelles étaient les forces de cette société quand on a analysé et que ces dirigeants sont venus nous rencontrer? Bon, on était sur une solution pure SaaS, ce qui est en gros, dans le cas des éditeurs de logiciels startup, ils ont l'avantage par rapport à des éditeurs qui sont sur le marché depuis 30 ans. Eux, ils sont SaaS natifs. Ils font du SaaS par défaut. Et ils savent pas comment ça se passait avant, en règle générale, hein. Et donc ça, c'est bien parce que c'est très recherché, notamment chez les consolidateurs, parce que une société qui a développé des logiciels autrement qu'en SaaS, et pour lequel il y a nécessité de migration ou de réécriture, ça engendre des coûts de R&D, de la dette technique, etc. Et donc, les acheteurs, ils aiment moins. Donc, le SaaS natif, c'est bien parce que ça, tout de suite, on coche une case en disant, ah oui, c'est du SaaS natif et donc ça, c'est très bien, il y a pas de dette technique, c'est propre. L'infrastructure était solide et scalable, donc là aussi, c'était bien parce qu'ils avaient anticipé aussi la suite, même s'ils n'étaient pas capables forcément de scaler tout seuls. L'ARR était plutôt faible, hein, 400 000 euros,
mais il était en croissance continue, donc on n'était pas sur des taux de croissance qui sont attendus par les acheteurs du SaaS, mais en tout cas, alors et c'est souvent là aussi l'écueil majeur qu'on rencontre dans les petites sociétés, c'est-à-dire un déficit de force commerciale qui fait que bon, bah, on peut pas accélérer aussi vite que si on a plus de moyens. Donc les moyens, c'est de lever des fonds et puis de créer sa force commerciale et d'avancer. L'autre moyen, c'est bah, de trouver un partenaire avec qui va nous apporter des synergies, notamment sur le plan commercial. Les KPI, ça, c'était pas mal, puisqu'on avait bon, un niveau d'ARR de récurrence sur le chiffre d'affaires total qui était bon, hein, full SaaS, donc presque 100% de revenus SaaS, très peu de professional services, enfin de prestations de services, un taux d'attrition très faible, inférieur à 5%. Et donc tout ça, c'était des bonnes prédispositions qui nous disaient bah, c'est bien, cette société-là, elle a des bons critères, mais bon, elle est encore petite. Peut-être que par rapport à une levée de fonds, bah, on est en dessous des critères des fonds de série A qui plutôt sont sur des niveaux d'ARR plutôt proches du million d'euros. Et donc, elle est trop petite pour faire du série A. Et en même temps, elle a besoin bah, de financement, en tout cas de ressources pour pouvoir accélérer. Donc, on est un peu dans cette dichotomie entre d'un côté, j'ai besoin d'argent pour me développer et en même temps, on me dit que je suis trop petit pour que je puisse bénéficier de l'argent. Donc là, effectivement, l'option que nous, on a choisie, c'était effectivement de leur trouver un partenaire. Alors, là aussi, dans l'analyse SWOT et les faiblesses, ce qu'on a trouvé, c'est qu'effectivement, c'était un problème de scale-up. Et en même temps, ils étaient positionnés sur plusieurs lignes de marché. Et donc, petite société sur plusieurs secteurs d'activité, c'est difficile. Donc, il fallait effectivement plutôt cerner un secteur. Donc, j'ai mis volontairement en avant le transport sanitaire. Mais ils sont aussi, si vous allez sur leur site Internet, vous verrez qu'ils sont dans d'autres secteurs. Et souvent, bah, c'est aussi un peu la problématique quand on est une petite société avec des ressources limitées, on ne peut pas adresser tous les marchés en même temps. Donc, il faut faire des choix, des priorités, et peut-être que des fois, les priorités viendront aussi du partenaire avec lequel on va s'adosser. Donc, beaucoup de solutions concurrentes aussi sur le marché, dans le domaine de la digitalisation des procédures. On peut assimiler ça aussi à de la GED, hein, la gestion électronique des documents. Donc là aussi, il y a pléthore de solutions et pléthore d'acteurs. Donc, comment faire sa place dans ce milieu-là, qui est déjà très concurrentiel. Et c'est aussi un élément déterminant pour un fonds d'investissement quand il va investir, de dire, ah oui, mais on est déjà sur un marché qui est un peu saturé. Quel va être le différenciateur de cette société pour que demain, ça devienne une licorne ou en tout cas une scale-up. Portefeuille de clients limité, bon, etc., j'en passe. Donc tout ça a fait que leur décision, ça a été plutôt de dire, bon, nous, on est prêt à regarder une solution d'adossement, donc l'option M&A 1, ciblée. Et donc, la question qu'on s'est posée, nous, au niveau des équipes, c'était de dire, alors, pour accompagner cette société-là, est-ce qu'on est capable de répondre à leurs besoins, premièrement, et répondre à leurs besoins, c'est est-ce qu'on connaît suffisamment bien leur secteur d'activité pour être capable d'identifier euh, moins d'une dizaine d'acteurs à qui on va présenter le dossier, qui vont comprendre tout de suite de quoi on parle et qui vont être capables de se positionner. Ça a été effectivement, nous, la question qu'on s'est posée. Quand on a regardé le dossier, il s'avère que le transport sanitaire, on le connaît bien, moi je le connais bien, je connais tous les acteurs. Donc on a dit, écoutez, nous on connaît, on n'a pas menti aux dirigeants, on a dit on connaît 6 acteurs dans ce secteur qui, en plus de ça, recherchent des croissances externes. Ils font du build-up, ils sont très actifs. Donc, normalement, votre solution, votre société doit les intéresser. Si ces gens-là ne se positionnent pas, bah, il faudra réfléchir à une alternative. Donc, nous, on a limité le truc en disant, il y a 6 potentiels acheteurs. Point barre. On en a contacté 6, on a eu 3 LOI. Donc, il y en a un qui a fait, c'est Fidéciel. Bon, voilà, il y en avait d'autres, je ne vais pas vous donner les noms. Mais en tout cas, c'était des gens qui étaient très ciblés dans le secteur du transport sanitaire avec des gens qui font de la croissance externe. Donc, vous voyez, on revient effectivement aux prérequis que j'ai indiqués tout à l'heure en disant connaissance du secteur, connaissance des acteurs, aussi connaissance de ce qu'ils cherchent et est-ce qu'ils sont en position d'achat ou pas, important, et capacité à aller vite. Voilà, avoir un go-no-go rapidement. 6 acteurs contactés, ça a été très vite fait, marque d'intérêt, 3 LOI,
on choisit, l'opération a été bouclée en 6 mois. Et en Merci. plus, Christophe, je te propose de passer à l'offre pour les business angels. Il nous reste 5 minutes, c'est pour ça que je ah te pardon, propose la j'étais société. mangé un peu, Au cas où si je mangeais un peu le temps. Ok. je sens la passion dans tes propos, donc je te propose de passer à l'offre pour les business angels pour qu'ensuite on passe dans 5 minutes aux questions-réponses avec les participants, Ok, si ça te va. ça marche, ça marche. Donc vous aurez le deuxième use case dans les présentations qui vous seront envoyées cet après-midi. Alors sur l'offre à laquelle on a réfléchi pour vous et compte tenu du partenariat qu'il y a entre Inextenso et France Angel. Donc, on a structuré ça effectivement de cette façon-là. Donc, sur le M&A ciblé, on est dans une proposition de valeur où, grosso modo, on a une première phase d'analyse et de préparation d'un minimum de documentation plutôt légère, comme j'ai dit, puisque l'objectif, c'est d'aller vite et pas besoin, là aussi, compte tenu du fait qu'on parle à des gens qui connaissent, d'expliquer en long, en large, en travers ce que fait l'entreprise, plutôt de bien mettre l'accent sur les KPI de l'entreprise et ce qui va faire la différence, de contacter une shortlist de contreparties pour très vite avoir un go-no-go et d'avoir un positionnement. Et là, de se dire, là aussi, il faut être clair, s'il n'y a pas de marque d'intérêt, on arrête la mission ou on cherche une alternative. S'il y a des marques d'intérêt, c'est d'aller jusqu'au bout, jusqu'à la réalisation de l'opération. En termes d'honoraires, ce qu'on propose dans le cadre de ce partenariat, c'est que sur les phases 1, 2, euh, donc les phases, on va dire, préliminaires de travail et d'approche, on travaille avec un forfait de 8 000 € payable en 2 fois. Euh, donc ça représente une remise de 20% par rapport, je dirais, à nos tarifs standards et avec effectivement un fractionnement 50% au démarrage de la mission et 50% à la livraison de l'ensemble de la documentation. Et ensuite, le reste, c'est du success fee à la réalisation de l'opération avec un pourcentage sur les honoraires de session. Sur l'offre numéro 2, slide suivant, tac. Sur l'opération financière de reclassement de titres, donc le travail à faire en amont est un petit peu différent. Donc le diagnostic et la valorisation, bah ça, on n'y échappe pas, puisque quelque part, c'est un peu le point de réflexion de départ, hein, de dire voilà, la faisabilité. Par contre, en termes de préparation, de documentation, c'est un peu différent, puisque là, on ne va pas parler aux mêmes interlocuteurs. Là, il va falloir réfléchir à une ingénierie financière, à un montage, à une structuration financière et juridique d'une opération et la recherche de financement auprès de partenaires bancaires. Donc, la documentation qui est réalisée n'est pas pour le même public. Et du coup, ce n'est pas tout à fait la même chose qu'on présente. Donc là, on va plutôt être dans l'ingénierie financière. Ensuite, bah, la logique, c'est effectivement, une fois qu'on a ça, c'est d'aller là aussi consulter quelques partenaires bancaires capables de réaliser l'opération pour pouvoir opérer le rachat des titres. Et là aussi, même si, bon, je l'ai mis, mais en gros, bah, si la société a les bons prérequis, on ne devrait pas avoir trop de problèmes à trouver des partenaires qui financeront l'opération. Mais là aussi, il faut se dire que si d'aventure la consultation n'est pas positive, ben voilà, il faut réfléchir, se poser et se dire quelles sont les alternatives. Et là, en termes de structuration d'honoraires, de la même manière, on va dire pour les phases 1 et 2 que euh, pour la précédente type de mission, on a un forfait de 8 000 €, pareil, 50-50 au démarrage et à la livraison de l'ensemble de la documentation nécessaire. Donc ça, c'est du forfait payé par l'entreprise. Je rappelle au passage, hein, les phases 1 et 2, c'est pas des honoraires qui sont payés par les actionnaires, c'est des honoraires qui sont payés par l'entreprise, c'est du conseil. Et la phase 3, là, on est sur un honoraire forfaitaire de 12 000 € qui sera payé en cas de réalisation de l'opération. Et là, on peut envisager une partie rémunérée, payée par l'entreprise et l'autre partie par les actionnaires sortants. Alors, en quoi, sans prétention, on peut se différencier de ce que font d'autres confrères? Et là, encore une fois, c'est sans prétention. Nous, on travaille depuis longtemps dans la tech, Nicolas
et moi, même dans nos vies antérieures. Donc, c'est des univers qu'on connaît bien, on connaît les exigences aussi de ce milieu, on connaît les contraintes. Et donc, en fait, nous, notre postulat, alors en plus, l'un comme l'autre, on a été chef d'entreprise, donc à notre niveau, plutôt dans le conseil, certes, mais en tout cas, on a été aussi chef d'entreprise, donc on sait comment on réfléchit un chef d'entreprise et quelles sont ses attentes. Et donc, on va pas vous promettre la lune, mais on est très pragmatique et terre à terre. Donc, ce qu'on promet à travers ce que je vous ai présenté, c'est pas l'exit avec des multiples de valorisation délirants, c'est des valorisations réalistes, mais surtout la liquidité, quoi. C'est ça qu'on vous promet, c'est la recherche de liquidité. Ensuite, nous, on n'a pas peur des dossiers qui sont compliqués. Alors, on ne prendra pas tous les dossiers, mais on n'a pas peur de la complexité parce que l'expertise qu'on a, en toute modestie, nous permet d'appréhender aussi des choses qui font qu'une complexité faciale, en fait, finalement, c'est gérable. Donc là-dessus, c'est pas des choses qui nous font peur. On sait dire stop, euh, effectivement, assez vite aussi. Et là, dans l'intérêt des parties, non pas pour se dédouaner de l'engagement qu'on a pris, de la réalisation, mais de se dire à un moment donné, il faut être aussi pragmatique et pas s'entêter ou s'enliser dans des process qui n'amènent nulle part, parce que time is money pour tout le monde. Et donc, si effectivement, malgré toutes les précautions en amont qu'on a prises, on n'y arrive pas, il faut savoir le dire et se dire, bah voilà, il faut envisager d'autres cas de figure. Nous sommes aussi à l'aise dans les décotes qu'il faudra effectivement discuter avec les uns et les autres, puisque dans ces opérations-là, encore une fois, on ne vise pas forcément une valorisation stratégique, même si on ne se l'interdit pas. Et donc, dans ce cas-là, il y aura effectivement des discussions sur des décotes. Nous, on n'a pas peur de ça pour défendre les intérêts de nos clients. Et en l'occurrence, on sait aussi l'expliquer aux différentes parties prenantes. Voilà. Et puis le dernier point, je dirais qui est un peu la synthèse de tout ça. Bon, on a l'avantage de bien connaître la tech, l'innovation, la finance, du coup l'univers des acquéreurs. En tout cas, chez nous, chez Nextenso Finance, on a une équipe dédiée à la tech, c'est-à-dire ils font quasiment, moi j'ai des gens dans mon équipe. Alors c'est moi qui m'occupe de la vertical tech, hein, donc j'ai plusieurs fonctions, mais au-delà de ma fonction de directeur général, c'est moi qui pilote la vertical tech et on a une équipe dédiée qui fait que ça. Donc, on fait que des deals dans la tech. Alors, beaucoup, effectivement, chez les éditeurs de logiciels, les services IT, mais pas que, aussi dans les domaines un peu plus hardware. Donc, on s'interdit pas à ça. Par contre, là, effectivement, dans les équipes de Nicolas, il y a aussi des gens spécialisés là-dedans. Donc, ça veut dire qu'à force d'en faire, on connaît bien les acheteurs, on connaît bien leurs pratiques comment ils abordent les projets et on sait effectivement leur présenter les choses, sachant que eux-mêmes nous sollicitent de façon assez régulière pour savoir si on n'a pas des choses à leur proposer. Et puis le dernier point, c'est qu'on connaît bien la psychologie des dirigeants. Alors les facteurs clés de succès, bah, Nico, peut-être je te laisse en parler un petit peu là-dessus. On Ouais, peut le faire. rapidement, parce que j'ai vu qu'il y a pas mal de questions. Je pense qu'on Ouais, n'arrivera pas d'ailleurs à toutes les couvrir, mais on y répondra en off. Mais c'est des choses sur lesquelles tu as déjà largement couvert le sujet. C'est sûr que si on n'est pas réaliste en termes de valeur attendue, c'est compliqué de trouver un alignement d'intérêt et d'arriver à ce que l'ensemble des planètes se fassent. Comme tu l'as dit, c'est beaucoup une question de ciblage pour éviter de s'épuiser et de passer énormément d'énergie et que je dirais les actions soient plutôt source de frustration d'apport de création de valeur. Il faut qu'il y ait effectivement une gouvernance apaisée et une volonté des uns et des autres de trouver une solution. Je crois qu'une des premières questions que j'ai vu passer, c'était quoi faire si les dirigeants ont absolument effectivement pas envie de permettre de faire un LBO. Bah, c'est sûr que ça bloque assez vite et on peut pas faire de miracle. Donc à un moment donné, il faut quand même que chacun fasse un petit peu peut-être le deuil de ce qu'il avait en tête à un moment donné et permettre que les opérations, quelles qu'elles soient, l'option 1 ou l'option 2, puissent se faire et arriver, et éviter un point de blocage. Il faut effectivement une certaine solidité minimale. C'est un peu comme une levée de fonds. Quand il nous reste un mois de cash, c'est compliqué de commencer à essayer
de trouver des solutions et de discuter. Donc il faut être un petit peu lucide par rapport à ça et surtout pas trop attendre. Sinon les options vont se fermer d'elles-mêmes. Et puis, comme tu l'as dit, le timing émotionnel des fondateurs peut jouer. Et donc, cette lucidité-là de est-ce que c'est le bon moment d'essayer ce type d'opération, il faut, dans la majorité des cas, essayer de l'avoir et de pouvoir un peu prendre de recul. Et le facteur 6, tu l'as bien traité, donc je n'y reviens pas. Je crois qu'on a un tout petit slide sur lequel bah, vous aurez Ah, effectivement les vous avez un coordonnées peu et les les noms des uns et correspondants, des autres. voilà. Ouais. Donc, vous voyez Voilà, qu'on donc couvre géographiquement à Merci, peu près messieurs. Donc, vous avez toutes les implantations. Nous allons passer aux questions-réponses. Sylvain, tu alors il y avais en a des pas mal, questions? effectivement. Ouais. Pardon, oui, donc effectivement, il y a beaucoup de questions et beaucoup de questions. La première que j'ai retenue, elle est pour vous, Christophe et Nicolas. Euh, Elle est la suivante. Est-ce que la mécanique de valorisation des parts devrait être prévue dès le départ, ceci afin d'éviter de futures discussions parfois difficiles? Alors oui, évidemment, là, on n'en a pas parlé, mais le préalable de tout ça, c'est dans vos futurs investissements, en tout cas, et de par la professionnalisation de vos réseaux, c'est aussi d'être beaucoup plus actif et proactif dans les packs d'associés au démarrage, hein, puisque tout ce qui est défini au démarrage, quelque part, sera protecteur pour vous, pour la liquidité, pour la valorisation de vos parts. Bon, maintenant, effectivement, il y a des cas de figure où, malheureusement, vous n'avez pas forcément été pris correctement en compte dans les packs d'associés, il faut faire avec. Donc oui, effectivement, c'est mieux de prévoir en amont les mécanismes de calcul des parts en cas de différents événements d'exit, hein, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'ambiguïté dans la discussion, y compris en incluant les Merci. décotes. Hein. Donc, Voilà. 35 questions. On va en prendre encore quelques-unes parce qu'il y a aussi un Ouais, temps. j'en ai une autre encore pour vous, Christophe et Nicolas, une question de Claire qui se demande quels sont les pourcentages de discount constatés pour l'instant sur les transactions de secondaire. Alors, de manière générale, les pourcentages de discount qu'on a sur des minoritaires, hein, puisque des décotes de minoritaires, on l'a pas qu'uniquement dans votre cas de figure, mais on l'a aussi quand dans une entreprise, des minoritaires veulent sortir. Les pourcentages, parce que là aussi, il y a le guide de valorisation de l'administration fiscale, donc on a regardé aussi un petit peu ces aspects-là. Ce qui est accepté et acceptable, c'est des discounts de l'ordre de 20-25%, un maximum. Donc ça veut dire que ça peut être moins, mais au-delà, ça pose question. D'accord? Merci. J'en ai une autre. Celle-ci, elle est pour toi, Philippe. Enfin, il y en a deux, donc je vais les poser d'un coup pour gagner du temps. Elles viennent de personnes de réseau. La première question est quel est le principe du partenariat? Win-win-win fait avec Inextenso. Et la seconde est liée aussi à ça. Est-ce que le partenariat est exclusif? Merci. Donc, le principe win-win-win, c'est juste un principe de fonctionnement que France Angels veut garantir à tous les réseaux membres de France Angels. Le partenaire est gagnant, France Angels est gagnant et le réseau est gagnant. Donc, avec l'ensemble de nos partenaires, c'est dans notre stratégie de France Angels 2025-2027, on fait des partenariats gagnants, gagnants, gagnants. C'est un principe de base hyper important parce que chacun des réseaux peut déjà avoir une façon de travailler avec des partenaires et on ne veut pas changer cela, bien sûr. Donc, il y a dans tous nos principes de base, vous avez vu, une offre spécifique apportée pour vos réseaux et vos membres. La deuxième partie, est-ce que c'est un partenariat exclusif? Ben, non, pas du tout. Donc merci à Nicolas et à Christophe, Nicolas de la confiance, mais le partenariat, il est spécifique. Il permet d'avoir des apports de valeur et des prix préférentiels aux Business Angels, et c'est tout. Et puis, il y a peut-être des concurrents avec qui on va pouvoir travailler. Donc, on est dans un mode de coopétition. Et vous avez entendu, Christophe l'a très bien dit, certains des confrères, ben voilà, il ne nous est pas interdit de travailler avec eux. Et c'est pas quelque chose que Nicolas ou Christophe ne nous le demandent pas. Par contre, l'offre de la liquidité, comme on vient de la présenter, ben, elle est préférentielle. Elle est fournie comme de cette façon-là pour les réseaux, au bénéfice des réseaux. Voilà, c'est ma réponse. Christophe, Nicolas, celle-ci est pour vous de la part de Boris qui se demande si dans l'option 1, est-ce qu'un un prérequis est mis en avant et la connaissance fine du secteur et des acteurs du marché. Enfin, je la repose différemment. Est-ce qu'il y a une possibilité d'avoir une étape zéro, à savoir le check de la présence d'une telle expertise au sein d'Inextinso?
Ah oui, alors tout à fait. Alors j'ai envie de dire, le prérequis, premier prérequis, c'est nous qui nous le mettrons. C'est-à-dire que nous, on ne prendra jamais un dossier si on ne connaît pas les acteurs et le sujet. Enfin, on ne fera pas prendre le risque à l'entreprise, on ne prendra pas le risque nous-mêmes de partir sur un truc qu'on ne maîtrise pas les tenants et les aboutissants. Encore une fois, comme je dis, l'issue est déjà incertain. Si on ne sait pas où on va, et là, dans un truc très ciblé, nous, on n'ira pas. Et donc, ça veut dire que cette analyse au départ, oui, c'est nécessaire et c'est normal que vous demandiez, vous, quel est notre degré d'expertise et de connaissance du secteur. Et c'est à partir de là, nous et vous, qu'on aura la confiance de dire oui, là, effectivement, ça vaut le coup de tenter l'opération. Merci. C'est Merci. exactement ce qu'on a fait dans le cas de Vésuve pour continuer la parenthèse. C'est-à-dire que Vésuve, quand ils sont venus nous voir, la première approche qu'on a eue, c'est de dire non, mais ça, on va pas savoir faire. En discutant en interne dans les équipes, on a dit, eh ben, il s'avère que le secteur de la transport, on connaît super bien, on connaît tous les acheteurs, on est en contact avec eux régulièrement, ça se tente, on y va. Nos clients, ben, les dirigeants, on les a mis devant cette situation. Ils ont dit, OK, on est d'accord avec vous, on n'en tente que 6, on verra après, et on est parti là-dessus. Merci, merci à vous. Je vois qu'il est déjà midi 2. Merci Nicolas et Christophe pour cette présentation. Je te passe la main, Philippe, pour clôturer ce webinaire. Merci. Donc, premièrement, comme dit en entrée, partenariat renouvelé 3 ans avec augmentation de valeur pour chacun de nos réseaux. Profitez des offres. Elles vont être distribuées aujourd'hui dans l'après-midi à l'ensemble des personnes qui étaient inscrites. Le baromètre va être repartagé, mais vous pouvez le télécharger sur le site d'Inextinso également, ou France Angels va le partager à nouveau. Ensuite, si vous êtes un potentiel business angels, ben, sur notre site France Angels, vous pouvez visiter le site France Angels et rejoindre nos réseaux. Nous sommes 5500 membres dans 53 réseaux en France. Et si vous voulez une startup vous faire accompagner par des réseaux de business angels, c'est également cartographié sur notre site franceangels.org. Et si vous voulez devenir partenaire de France Angels, parce que justement, nous sommes dans la collaboration multiple avec des offres bien définies, qu'une Extenso vient complémenter, eh ben, prenez contact avec Sylvain, délégué général adjoint en charge de l'opérationnalisation de chacun de nos partenariats. Je vous dis un très grand merci et puis à très vite. Le replay sera également disponible pour ceux qui ne sont pas restés jusqu'au bout ou qui n'avaient pas entendu le début. À très bientôt. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir.